Bonjour, Bonjour à tous. bonjour à tout le monde. Ah, il y a déjà pas mal de personnes connectées. C'est super. On acte encore un petit peu. On va attendre un tout petit peu au cas où il y a des petits retardataires. Et on va pas tarder. Petite question, est-ce que tout le monde nous entend bien et voit bien l'écran? Oui, parfait. En majuscule, c'est très bien. Tant mieux. Tant mieux. Je le rappellerai tout à l'heure, mais en effet, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans l'onglet. Si vous en avez, on aura le plaisir de répondre du coup à la fin de la présentation. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui sont en train de se connecter. On va attendre encore une petite minute, je pense, et puis... Oui, et puis ensuite, on pourra y aller. Oui, puis le temps qu'on fasse toutes les introductions et les présentations, les gens auront le temps d'attraper le train en marche. Exactement. On va bientôt pouvoir démarrer. On attend quelques secondes de plus. Allez, à 33, on y va. Parfait. Merci à tous, en tout cas, de vous être connectés et de participer à ce webinaire. Bon, bah, ça y est, je pense que je vous propose de commencer. Allons-y. Alors, donc, bonjour à tous à nouveau. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Pour cet épisode, on a souhaité prendre un petit peu de recul et aborder la gestion de votre patrimoine immobilier à la lumière des grands enjeux actuels. Comme je le disais tout à l'heure, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. On pourra y répondre en fin d'épisode. Pareil, si vous n'entendez pas, s'il y a des bugs, etc., surtout n'hésitez pas à nous le signaler. Alors, je vous propose de commencer du coup par un petit tour de table pour se présenter. Je vais commencer. Donc, je suis Julia Elisser, responsable de projet immobilier public et j'accompagne les entités publiques dans la cession de leur patrimoine immobilier. Et je suis donc accompagnée de Cécile. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Cécile Dargin. Mon travail, concrètement, c'est de déterminer la valeur de vos biens avant une vente, par exemple, et de déterminer les enjeux à lever pour commercialiser de façon optimale, pour permettre des signatures d'actes dans les bonnes conditions. Je fais aussi de la formation en interne chez Agorastore et peut-être que certains l'ont déjà vu, je propose aussi plusieurs fois par an des échanges comme ceci en webinaire sur des sujets relatifs à l'immobilier, aux cessions des biens immobiliers des personnes publiques, etc. Et aujourd'hui, nous sommes très très heureuses d'être accompagnées de Mélanie Palfré. Bonjour à toutes et toutes. Moi, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. En ce qui me concerne, moi, je travaille au sein du cabinet des enjeux et des hommes, qui est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie RSE, développement durable CSRD. Moi, je travaille en tant que consultante formatrice au sein de ce cabinet et j'accompagne de très nombreux clients sur des missions de structuration et de déploiement de leur feuille de route RSE, mais également donc des missions de société à mission et raison d'être. Et j'ai une appétence et une expertise forte dans le secteur de l'immobilier, du bâtiment et du logement social. Donc, c'est pour ça que j'ai été invitée aujourd'hui pour parler de ces enjeux avec vous, puisque vous verrez que ce secteur est clairement au croisement
au carrefour de ces enjeux de durabilité. Ravie, merci. Eh bien, on aura donc la chance de poser quelques questions à Mélanie et d'avoir un échange sur tous ces sujets en fin d'épisode. Donc, dans cet épisode, justement, dans la première partie, on va mettre en avant des leviers concrets pour aider les collectivités, pour vous aider à vous appuyer sur des partenaires engagés dans la transition écologique et solidaire pour gérer durablement votre patrimoine immobilier. Au programme, donc, des solutions variées, des exemples d'acteurs aussi vertueux, vu que c'est le titre de ce webinaire, qui agissent sur le terrain. Eh bien, allons-y, c'est parti. Alors, en effet, les collectivités territoriales sont au premier plan pour contribuer à la transition écologique. Elles gèrent un patrimoine bâti considérable. Écoles, gymnases, mairies, logements sociaux, hôpitaux, bureaux ou encore des centres de vacances. Ce patrimoine, il est à la fois énergivore, coûteux, vieillissant. Il est également fortement exposé aux effets du changement climatique. Mais il est aussi riche et il offre de nombreuses opportunités, notamment des opportunités de transformation, d'évolution des usages, des mises à disposition innovantes, ou encore la réalisation de projets qui sont porteurs de sens pour les territoires. Oui, et puis le cadre réglementaire, vous le voyez, il se renforce progressivement. Donc avec le décret tertiaire, vous connaissez aussi le ZAN, la réglementation environnementale 2020 et la loi anti-gaspillage, pour n'en citer que quelques-uns. Et ça incite les collectivités à accélérer leur transition. Par exemple, dans le cadre de la loi anti-gaspillage, vous devez inclure au moins 20% de produits réemployés ou recyclés dans vos achats annuels pour certaines catégories de produits. Et ça concerne à la fois les achats directs et les marchés publics. Voilà, c'est un exemple. Et donc, logiquement, la gestion foncière et immobilière des collectivités est elle aussi concernée par de nouvelles obligations. Et puis, dans le même temps, vous devez composer avec des ressources humaines et financières parfois contraintes, ce qui vous pousse à devoir innover, repenser vos modes d'action, voilà, chercher de nouvelles solutions. Exactement, et dans ce contexte dont vient de parler Cécile, s'appuyer sur des partenaires qui s'intéressent au territoire durable collaboratif s'impose comme une démarche à la fois pertinente, mais aussi en phase avec les dynamiques actuelles. En tant que représentante de l'intérêt général et en tant aussi qu'actrice de terrain, vous avez vraiment un rôle clé à jouer. Vous pouvez impulser, vous pouvez également montrer l'exemple et faciliter la transition de la société vers un avenir plus durable. Notamment en intégrant des acteurs vertueux, vous pouvez donc non seulement répondre aux exigences réglementaires, mais aussi générer de la valeur environnementale, sociale et territoriale au service du bien commun. Alors tout d'abord, je vais vous proposer de répondre à une première question qui me semble assez importante. Que sont et qui sont finalement ces acteurs vertueux ? Alors, un acteur vertueux, dans le cadre d'un partenariat avec une collectivité, toujours dans le cadre d'une gestion durable du patrimoine public, est un acteur, donc ça peut être une entreprise, une association, une coopérative, etc., qui coche certaines des cases suivantes. Donc déjà, il va s'aligner avec les finalités d'intérêt général, donc, ce qui est vraiment important pour vous, puisque vous êtes des collectivités. Un acteur vertueux ne va pas se contenter de respecter un cahier des charges purement technique. Il devrait partager une vision compatible avec les missions publiques et surtout, il doit les comprendre. Répondre aux besoins des populations, par exemple, protéger l'environnement, renforcer la cohésion sociale, soutenir l'économie locale, favoriser le réemploi, etc. On va vous donner un exemple qu'on connaît bien. Chez Agorastor, nous, notre raison d'être, c'est de favoriser le réemploi, que ce soit sur la partie équipement ou sur l'immobilier, parce qu'on a un volet équipement et un volet immobilier donc, auprès des collectivités. Également, c'est un acteur vertueux, il va agir concrètement, idéalement, pour la transition écologique. Si c'est un acteur de la construction, par exemple, ça peut passer par l'utilisation de certains matériaux biosourcés, recyclés ou locaux, que ce soit de la terre crue, du bois certifié, etc. Il va aussi mettre l'accent sur la performance énergétique par le biais de rénovation, de l'utilisation d'énergies renouvelables ou décarbonées, etc. Sur un volet complètement différent, un acteur vertueux, il peut vouloir aussi générer de l'utilité sociale et mettre l'humain au centre de la réflexion et de l'action. Par exemple, en mettant en place des actions d'intégration de publics éloignés de l'emploi, en réalisant des projets sociaux ou culturels. Et enfin, un acteur vraiment vertueux, il peut être ancré dans son territoire ou faire preuve d'une compréhension du territoire.
Donc, il peut développer une économie locale, durable, collaborative, donc mettre en place des circuits courts, favoriser l'emploi local, la coopération avec d'autres structures sur le territoire ou d'autres structures, pareilles, vertueuses, sociales, écologiques. Il va tenir compte des spécificités et des enjeux locaux, donc, au niveau des ressources, du patrimoine historique, du patrimoine culturel, selon les contextes. Et il peut aussi parfois impliquer les habitants. En fait, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité et de l'utilité voilà, de l'acteur en question. Alors, on vient de citer pas mal de critères, mais voilà, il n'est pas nécessaire de tous les remplir ou de cocher toutes les cases pour être considéré comme un acteur vertueux. En fait, vraiment, les éléments qu'on vient de vous donner, c'est des repères qui constituent des catégories d'analyse, des critères pertinents à prendre en compte pour évaluer une démarche, mais ils ne forment pas un cadre rigide ni exclusif. Alors, du coup, on se posait une autre question, c'est comment reconnaître un acteur vertueux? Dans tout le contexte dont on vient de parler, savoir identifier et aller chercher des partenaires vertueux devient une condition qui est vraiment essentielle finalement de la réussite des projets publics durables. Donc, le premier critère de reconnaissance d'un acteur vertueux est sa capacité à formuler des engagements concrets, mesurables et suivis dans le temps. Il ne se contente pas d'un discours, il agit, il documente ses actions, il rend compte et ajuste en fonction du coup ses pratiques. Par exemple, il peut s'appuyer sur un bilan carbone, un plan de gestion des déchets de chantier ou encore des indicateurs sociaux qui sont intégrés dans ses rapports d'activité. Dans un souci de reconnaissance et de valorisation de cet engagement, des labels et des certifications peuvent constituer des repères importants, à condition qu'ils soient transparents, adaptés à la spécificité du secteur d'activité et évidemment délivrés par des organismes reconnus pour leur indépendance et pour leur expertise. Donc, on en reparlera avec Mélanie, mais pour introduire ce sujet, parmi les dispositifs existants, on peut en citer quelques-uns. Le label RGE, donc reconnu garant de l'environnement, qui est destiné aux professionnels de la rénovation énergétique et qui va attester à la fois de leurs compétences en matière d'efficacité énergétique et aussi de leur engagement envers des pratiques respectueuses de l'environnement. Donc, c'est un label qui est gage de qualité pour les particuliers, les entreprises et les collectivités qui souhaitent réaliser des travaux d'amélioration énergétique. Il existe un ensemble de certifications environnementales telles que HQE, donc ça c'est haute qualité environnementale, qui va évaluer la performance environnementale globale des bâtiments ou bâtiments bas carbone, qui va mettre l'accent sur la réduction de l'empreinte carbone sur vos programmes de bâtiments neufs. Voilà, donc ça, ce sont quelques exemples. Il en existe bien d'autres, chacune avec ses avantages, ses limites, etc. Ces certifications, elles peuvent donc offrir un cadre de référence pour la conception, la construction, la rénovation et l'exploitation de bâtiments plus durables. Ici, on vous a donné surtout des labels privés, mais il existe aussi, déjà, il en existe beaucoup, et il existe aussi des labels publics. On peut vous citer aussi d'ailleurs le label ESUS, qui signifie Entreprise solidaire d'utilité sociale. Il est notamment attribué aux entreprises qui placent la recherche d'un impact social ou environnemental positif au cœur de leur modèle économique et qui respectent certains critères de gouvernance et de lucrativité limités. Parallèlement, la certification B Corp, qui a une portée vraiment internationale, distingue les entreprises qui intègrent des objectifs sociaux et environnementaux ambitieux dans l'ensemble de leurs activités et qui rendent compte également de leur impact global de manière très transparente. Oui, et puis d'ailleurs, le partenaire choisi, il peut aussi être une entreprise à mission, c'est-à-dire qu'elle va inscrire dans ses statuts sa raison d'être et qu'elle a des objectifs sociaux et environnementaux qu'elle s'engage à poursuivre. On connaît un peu cet exemple aussi. Chez Agorastor, on a engagé des démarches dans le but de devenir une société à mission. On vous tiendra au courant. Tous ces labels témoignent d'un engagement fort en faveur d'une économie plus responsable et plus inclusive. Alors, on peut s'interroger sur finalement quel type d'acteurs vertueux existent et pour quelles actions, pour quelles problématiques. Si on revient sur les grands questionnements autour du bâti et du foncier, en tant que collectivité, vos actions, elles sont multiples. Donc, vous pouvez comprendre et agir sur la connaissance de vos biens, notamment ce que vous possédez, quels sont les usages de vos biens, l'adéquation aux besoins également. Les usages sont-ils adaptés aux besoins de la population? Faut-il rénover, transformer, ou plutôt démolir? Faut-il acheter, vendre, ou plutôt construire? Également les impacts environnementaux et sociaux. Quelle est la performance énergétique? Quel est l'impact carbone? Cet usage intègre-t-il des usages sociaux ou citoyens? Et pour finir, la soutenabilité financière. Quels sont les coûts d'entretien, de fonctionnement et aussi quelles sont les ressources finalement qui sont mobilisables? Oui, donc en fait, avec toutes ces questions, on s'aperçoit qu'il y a donc un cycle de gestion, entre guillemets, du patrimoine immobilier qui en découle.
Si on veut résumer ou schématiser un petit peu ce cycle, on identifie facilement 6 grandes étapes, 6 grands axes. Et pour chacun de ces grands axes et chacune de ces grandes problématiques, il existe des acteurs vertueux très variés, qu'ils soient publics ou privés, qui peuvent vous accompagner. Donc, si on commence à dérouler un petit peu cette liste-là, première étape ou premier besoin, qu'est-ce que c'est? Ça va être recenser et diagnostiquer. Donc, c'est un gros travail d'inventaire patrimonial, des audits techniques sur vos bâtiments, des audits énergétiques. Ici, par exemple, vous pouvez avoir des sociétés de conseil spécialisées ou des bureaux d'études qui peuvent vous accompagner pour créer tout cet inventaire et toutes ces études. Il existe aussi des établissements publics comme CEREMA qui vous apportent un appui en termes d'ingénierie et d'expertise technique. Les EPF, donc établissements publics fonciers que vous connaissez, peuvent aussi vous faire des diagnostics fonciers et opérationnels. Donc ça, c'est la première étape. Et la suite logique, une fois qu'on a fait tout ça, c'est vraiment de planifier et de définir une stratégie. Et l'objectif, c'est donc d'élaborer une stratégie patrimoniale alignée avec votre projet de territoire, la transition énergétique et les contraintes budgétaires. Voilà, c'est vraiment trois points importants qui doivent aller ensemble. À cette étape, on va retrouver par exemple la Banque des territoires ou alors des programmistes qui sont des professionnels souvent issus de bureaux d'études en urbanisme, en architecture, en aménagement, qui vont analyser vos besoins, les besoins d'un territoire ou les besoins d'un site particulier pour définir ce que l'on va pouvoir faire sur ce site au regard de tous les enjeux qu'on a abordés. Pour vous donner 2 exemples, on a l'agence Dédale ou l'agence 360. Et enfin, une fois que vous avez cette stratégie, et en fonction de cette stratégie, vous allez pouvoir décider du futur de chaque bien que vous possédez. Et vous avez à chaque fois plusieurs possibilités d'action à mener sur le bien qui peuvent tous entrer dans le cadre de la gestion durable de votre patrimoine. Pour la troisième étape, pour certains biens, il faudra entretenir, rénover, transformer. Donc ici, l'objectif, c'est de maintenir plus ou moins l'usage et la valeur du bien dans cet usage, d'améliorer la performance énergétique ou de faire évoluer finalement cet usage. Vous pourrez alors retrouver des entreprises de travaux éco-responsables qui ont notamment la mention RGE, donc reconnue garante de l'environnement. France Rénov vous permet d'identifier ces entreprises. Il existe également des réseaux de réemploi comme le réseau Ressources, la plateforme Cyclope et des groupements d'insertion également pour réaliser des travaux avec impact social. Donc, ça peut être des chantiers d'école, des régies de quartier, des associations de préservation et de rénovation du patrimoine historique, par exemple. On arrive à la quatrième étape, donc le fait de valoriser et mobiliser autrement. Donc, vous avez une autre possibilité pour votre patrimoine, c'est de réaffecter des bâtiments sur le court à moyen terme pour éviter la vacance, mais également la dégradation des biens. Donc, il existe de nombreux acteurs comme Plateau Urbain ou Yes Weekend qui font de l'occupation temporaire à vocation sociale et culturelle. Les foncières sociales solidaires, comme Foncière Belleville, proposent un modèle anti-spéculatif et des loyers maîtrisés. On peut également citer des groupements de bailleurs solidaires ou des coopératives HLM, qui sont aussi des solutions qui assurent une occupation utile et durable. Cinquième possibilité, enfin autre possibilité, donc cinquième grand axe sur lequel vous pouvez agir, c'est la cession du bien. Ici, si vous cédez un bien, votre objectif, ce sera de sortir du patrimoine ce qui n'a plus d'usage ou de pertinence. Ça vous permet plusieurs choses. Ça vous permet de donner une seconde vie à un bâtiment, donc en le confiant à un acteur porteur d'un projet responsable, capable de lui redonner sens et usage. Ça vous permet également de transférer la charge de la rénovation énergétique, qui demande des compétences et des ressources, à un professionnel, évidemment choisi avec soin, qui deviendra propriétaire. Ce qui vous permet d'accélérer la transition énergétique sans immobiliser les moyens publics. Vous pouvez également ça vous permet également d'améliorer la performance énergétique globale de votre patrimoine en se séparant des passoires thermiques qui seront évidemment rénovées, mais hors du giron public, donc avec des exigences fixées en amont pour cadrer la vente. Ça vous permet aussi, et ça c'est un point qui est vraiment important pour la plupart des collectivités avec qui on échange, de financer d'autres projets vertueux grâce aux recettes issues des ventes. Donc, ça peut être du réinvestissement dans la réhabilitation de bâtiments prioritaires, dans le développement de tiers-lieux, de bâtiments culturels, de bâtiments à vocation sociale, de rénovation du parc scolaire, etc. Ici, dans ce cadre-là, vous allez vouloir assurer une cession transparente et évidemment compatible avec l'intérêt général.
Le choix de votre intermédiaire sera alors primordial et le choix de votre méthode de vente aussi. C'est un point qui mérite qu'on s'y attarde. C'est une des spécificités d'Agorastore, mais surtout, en fait, c'est le thème de notre prochain épisode. Donc, on vous en parlera plus en détail dans quelques mois parce que c'est quelque chose qui doit être et qui peut être développé. Retenez ici pour l'instant que la cession peut être un outil pour gérer durablement votre patrimoine immobilier et pour ce faire, la façon dont vous vendez va s'inscrire dans cette démarche. Alors, on a un autre type d'action qui est possible, donc le 6e grand axe, qui est de piloter et de contrôler. En fait, pour garantir que la stratégie patrimoniale ne reste pas un document figé, mais devienne véritablement un outil vivant au service des objectifs de long terme de la collectivité, notamment la sobriété énergétique, la qualité d'usage, la maîtrise budgétaire, la justice territoriale et autres, ça passe vraiment par l'utilisation d'outils numériques qui vous permettent en fait de réaliser un suivi des coûts globaux. Intégrer aussi les impacts environnementaux et sociaux dans l'évaluation des choix pour ensuite en fait se créer les bons automatismes pour continuer à faire les bons choix à l'avenir. Je vais vous citer du coup quelques exemples d'acteurs ou organismes qui pourraient vous accompagner. On a notamment Coach Pro, géré par l'Agence parisienne du climat. Il s'agit d'une plateforme d'accompagnement des projets de rénovation, y compris pour les copropriétés publiques ou assignées. Je peux également vous citer l'association Bâtiments Durables, BDM, BDO, BDF. En fait, il s'agit de l'accompagnement des projets via des démarches participatives et des retours d'expérience sur le long terme. En résumé, ces acteurs vertueux ne sont pas juste là pour cocher des cases. Ils apportent vraiment une expertise, des outils concrets et surtout un vrai regard sur l'impact social, environnemental et économique de vos choix. Faire appel à eux, finalement, c'est se donner les moyens d'une gestion patrimoniale durable, efficace, mais aussi au service de vos territoires. C'est un investissement qui est gagnant pour aujourd'hui et surtout pour demain. Oui, absolument. Merci donc Julia pour cette conclusion. Et maintenant, je suis ravie de vous représenter notre intervenante du jour, Mélanie Palfré, qui a accepté donc de vous parler de transition énergétique chez certains types d'acteurs et professionnels de l'immobilier. Première question, Mélanie, donc on en a un petit peu parlé, mais les acteurs vertueux, toutes ces entreprises un peu vertes, sociales, en tout cas les acteurs à qui faire confiance, comment les repérer, quels critères pour les choisir? Alors en effet, donc effectivement, pour repérer donc, des acteurs qui sont réellement vertueux, il faut s'appuyer sur des critères clairs qui ont déjà été précités, mais c'est quand même intéressant de les reciter. Premier critère, c'est la transparence, cette volonté de transparence qui parfois se retrouve dans les publications de rapports RSE ou de données ESG, environnement, social, gouvernance. Vous avez, comme ce qui a été cité, les labels et certifications qui sont pour le coup un gage de qualité. Attention dans le choix des labels, puisque comme vous avez vu, il y a parfois une jungle label. Donc, il faut bien identifier les bons sectoriels pour votre domaine ou alors les gros reconnus comme B Corp, le label ISR par exemple, investissement socialement responsable. Et ensuite, un autre critère, c'est vraiment le côté d'apporter des preuves concrètes d'impact de vos biens, donc notamment en s'intéressant à la réduction mesurable de vos émissions de gaz à effet de serre ou avoir des engagements sociaux tangibles, comme vous êtes en connexion avec les territoires et la société avec un grand S. Et donc, c'est intéressant, en fait, derrière, à avoir en tête qu'il est essentiel, en tout cas, d'évaluer un petit peu la cohérence globale de vos démarches, de vos actions, pour réellement faire en sorte que ça ne reste pas de la simple communication et du simple affichage, mais que c'est réellement des pratiques opérationnelles et transposables au quotidien dans vos métiers, sur vos territoires et avec donc, les acteurs locaux. Et puis, comme ce qui a déjà été dit aussi, de bien identifier le bon partenaire pour vous aider, pour vous épauler, et surtout un partenaire qui est assez transparent puisqu'il va permettre d'être d'accord avec des pratiques d'audit externe pour aller chercher justement le principe d'amélioration continue. D'accord, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Du coup, quels sont finalement les acteurs de l'immobilier qui sont en train d'engager les démarches vers la transition énergétique? Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font concrètement. Alors, il y en a énormément des acteurs qui sont en train de bouger, justement. Alors, des acteurs plus ou moins gros. Vous avez les promoteurs immobiliers qui sont en train, effectivement, de réfléchir pour comment mettre le sujet de durabilité au cœur des projets immobiliers, que ça soit neuf ou rénové, bien évidemment. Vous avez les foncières qui, eux, comme ils vont gérer des portefeuilles immobiliers, vont également se poser la question de comment décarboner et comment mieux intégrer ces critères ESG donc, dans leur réflexion au quotidien. Puis clairement, bien sûr, vous avez les bailleurs sociaux qui sont en connexion directe avec les territoires qui gèrent les logements sociaux. Et concrètement, aujourd'hui, ces acteurs-là, et bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais ces acteurs-là vont vraiment s'appuyer sur des grands enjeux de
réduction d'empreinte carbone de leurs activités. Donc, ça peut être des sujets de rénovation énergétique avec améliorer l'isolation, remplacer les systèmes de chauffage. Vous allez avoir le sujet de construction bas carbone si on est face à des acteurs de la construction. Comment bien utiliser des matériaux durables, biosourcés. On parle de nouvelles techniques, notamment avec l'IA, de conception bioclimatique des bâtiments. Vous avez aussi le sujet production d'énergie renouvelable, ce mixte entre les sources d'énergie, les panneaux solaires, la géothermie, qui sont des solutions aujourd'hui existantes et de plus en plus vertueuses. Et vous avez bien sûr les certifications environnementales, donc on en a parlé, haute qualité environnementale, BREEAM, LEED, qui sont tout autant de gages de qualité qui montrent que ces acteurs s'engagent. Un point très essentiel aussi aujourd'hui, peut-être que vous en avez entendu parler, mais il y a de plus en plus d'acteurs qui sont en train de réfléchir à leur feuille de route RSE en s'appuyant sur les travaux du PTEF Logement. Donc le PTEF Logement, c'est le plan de transformation de l'économie française qui a été donc développé par le Shift Project et qui vise en fait à décarboner le bâtiment. Et donc là, vous avez, pour faire court, des gros sujets majoritaires qui sont étudiés avec le PTEF. Vous avez clairement massifié la rénovation énergétique au niveau global et au niveau de la performance de la rénovation. Vous avez le fait d'aller décarboner la chaleur, décarboner le réseau de chaleur au global. Vous avez le fait de mobiliser le bâtiment, donc vraiment cet immeuble, pour en faire un puits de carbone, donc pour en faire vraiment une connexion avec la nature ou la prise en compte de l'environnement avec un grand E. Et vous avez le fait de faire preuve de sobriété à la fois dans les constructions, mais aussi dans les usages au quotidien auprès des personnes qui vivent dans les bâtiments. Voilà, plus ou moins. Ok. D'accord, très intéressant. Donc en fait, ce que je comprends, c'est que ce sont des acteurs qui ont affaire ou qui peuvent avoir affaire à des collectivités ou personnes publiques. Ah bah c'est clair, là pour le coup, ces acteurs sont totalement en fait en collaboration avec ces collectivités et ces personnes publiques. Pourquoi en fait? Parce que tout simplement, si vous êtes promoteur ou si vous êtes une foncière, vous devez collaborer avec les villes pour obtenir vos permis de construire, pour participer à des appels d'offres, pour participer à des projets d'aménagement urbain. Si vous êtes bailleurs sociaux, vous êtes clairement directement lié en fait aux politiques publiques, puisque c'est vous qui gérez les logements qui sont financés ou subventionnés par l'État ou les collectivités locales. Et si vous êtes collectivité, clairement, là, vous avez un rôle très, très fort à jouer puisque c'est vous qui fixez les règles d'urbanisme, qui lancez des appels pour la rénovation de certains quartiers ou de certains bâtiments, notamment dans les bâtiments publics, la rénovation énergétique. Et puis, vous mettez à disposition des terrains, que ce soit à construire ou autre. Et donc, il est évident que ce lien public-privé, il est absolument indissociable de cette transformation énergétique beaucoup plus globale, à l'échelle beaucoup plus grande. Ouais. Et alors, avec toute ton expérience sur les professionnels de l'immobilier qui font ces transitions-là, est-ce que tu es confiante dans cette transformation? Alors moi, clairement, oui, je suis confiante parce que, encore une fois, d'un naturel assez optimiste. Confiante, mais quand même lucide, parce qu'il faut quand même avoir en tête que, comme on l'a vu, la transformation des professionnels de l'immobilier, elle est en train de se mettre en marche. Et elle est de plus en plus poussée par les réglementations qui deviennent quand même de plus en plus exigeantes. On parle du décret tertiaire, de la loi climat résilience, qui mettent quand même des forts poids sur ces acteurs-là. Vous avez clairement les attentes de la société civile qui quand même montent de plus en plus, puisqu'on attend parfois certaines entreprises sur la mobilité durable, l'inclusion, enfin voilà, la connexion aux villes à proprement parler. Vous avez clairement les pressions économiques qui pèsent de plus en plus, puisque là va rentrer dans les discussions le sujet de coût de l'énergie, de coût global ou de l'accès à du financement plus vert dans les investissements. Et comme on l'a vu du coup dans ce webinaire, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs, que ça soit public ou privé, qui commencent quand même à investir, mais vraiment très concrètement dans ces sujets-là. Mais il faut quand même avoir en tête que les défis liés au secteur du bâtiment sont quand même de taille, sont aujourd'hui encore majoritaires. Et derrière ces gros défis, il y a un sujet de comment bien homogénéiser les pratiques entre les différents acteurs et entre les acteurs publics et privés. Clairement, vous avez un sujet de comment éviter le greenwashing pour être bien certain que ce qui est réellement dit est réellement fait. Et après, vous avez vraiment tout ce sujet de comment j'embarque toute ma chaîne de valeur, donc tous mes acteurs, pas seulement mon activité, mais aussi l'amont et l'aval, pour avoir cette transformation 360. Et donc, il est clair, comme on l'a vu, que pour vous, collectivité, la confiance de vos acteurs aussi viendront aussi du fait que vous avez cette capacité à mettre en place des actions, les suivre, mettre en place des résultats mesurables et se tenir en fait à vos engagements dans le temps.
Et quel est du coup le réflexe durable qui devrait devenir donc un automatisme chez les collectivités? Alors, par exemple, quelque chose qui est mis en place déjà dans les entreprises privées et qui pourrait et devrait être appliqué plus souvent, si ce n'est pas déjà le cas, par les personnes publiques. Bah, pour moi, clairement, je pense que le plus gros réflexe à avoir qui devrait être automatique, c'est ce sujet de mesure d'impact. L'évaluation systématique de l'impact, alors environnemental et social, encore une fois, le coût global, dans chacune des décisions. Donc, qu'on ne regarde pas seulement que le coût unitaire ou que le délai à un instant T d'un projet, mais qu'on intègre, encore une fois, sur la chaîne de valeur, sur toute l'analyse du cycle de vie d'un matériel ou d'un produit, des critères ESG, qu'on prenne au global le sujet de performance globale des bâtiments ou autres, ou du territoire à proprement parler. Clairement, l'impact carbone qui est aujourd'hui un sujet prioritaire et l'impact, à ne pas oublier quand même, d'inclusion sociale, puisqu'on parle d'ESG, donc environnement social et gouvernance. On n'est pas que focus carbone, on est aussi focus bien-être et humain avec un grand H. Et donc, pour moi, on voit clairement que ce réflexe-là de mesure d'impact, il est déjà très vrai dans les entreprises privées. Parce qu'il y a des outils qui existent et qui se développent. C'est le cas de grilles ESG qui existent, qui pourraient tout à fait s'adapter sur des marchés publics et clairement aux projets territoriaux. Ok, bah, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci Mélanie. Merci à tous, vous qui avez suivi ce webinaire. Si vous avez des questions, alors je vois que l'heure a bien tourné. On va peut-être prendre 2-3 minutes max pour répondre à quelles questions est-ce que s'il y en a. Et puis, on vous transférera ensuite le replay. Alors, je vois une question. Quelle est la différence entre une entreprise à mission et une entreprise certifiée B Corp? Alors, du coup, là, je vais répondre, mais je parle sous le contrôle de Mélanie, parce que c'est son domaine d'expertise. Globalement, l'entreprise à mission, c'est un statut juridique, et donc, du coup, elle inscrit une raison d'être, et on l'a dit tout à l'heure, des objectifs sociaux et environnementaux dans ses statuts et doit faire un suivi, voilà, c'est obligatoire. Donc, c'est vraiment une démarche juridique, une démarche encadrée par la loi. Et l'entreprise certifiée B Corp, c'est un label, elle obtient le label B Corp, c'est un label privé qui est donné après un audit assez exigeant sur toutes ces pratiques, donc sur la gouvernance, l'impact social, l'environnement, etc. Donc c'est un label indépendant qui évalue toute cette performance-là. Et d'ailleurs, certaines entreprises sont les deux, hein, ce sont des entreprises à mission qui ont le label B Corp. Voilà. Est-ce que ma réponse est validée? Tout à fait, effectivement. Dans le secteur immobilier, ça vaut peut-être le coup de dire que Redman et Frey sont sociétés à mission et donc ont un gage de qualité supplémentaire pour faire valoir les enjeux de durabilité au cœur de la pratique au quotidien. C'est des exemples, je vous le conseille vraiment, très intéressants. Il y en a une, c'est une foncière cotée et l'autre, un promoteur immobilier. Donc pour montrer aussi comment ils s'engagent concrètement, très intéressant à regarder. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Ah si, alors, y a-t-il d'autres labels en dehors de l'écologie pour aider une collectivité à choisir des partenaires vertueux, donc qui intègrent d'autres sujets? Oui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de transition énergétique, de décarbonation dans cet épisode, hein. C'est comme le gros sujet du moment, mais il y a aussi d'autres leviers qu'on peut prendre en compte. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais si on développe, il y a aussi tout ce qui est égalité, inclusion. Vous avez des labels égalité professionnelle, donc pour les structures qui garantissent l'égalité femmes-hommes dans leur politique des ressources humaines. Le label diversité aussi, pareil, hein, qui valorise tout ce qui est prévention des discriminations, tout ce qui est promotion de la diversité, également dans le recrutement, hein, dans tous les processus de recrutement et dans la gestion des ressources humaines. On a aussi, je pense, au label tourisme et handicap pour valoriser l'accessibilité par tous les publics, notamment des lieux culturels et des entreprises touristiques. Voilà, donc on ne peut pas tout lister, mais en fait, les labels, on l'a dit, sont des indicateurs pour vraiment savoir quoi chercher chez vos partenaires. C'est vrai pour tout ce qui est écologique, transition énergétique, décarbonation, mais c'est aussi vrai pour toutes les autres problématiques et tous les autres enjeux sociaux, d'inclusion, etc., que vous voulez, en tout cas, dont vous vous préoccupez au quotidien. Voilà. Dernière petite... On n'a pas d'autres questions.
Merci pour ces précieuses informations. Je vous en prie, c'est avec plaisir. On se reverra dans quelques mois, dans tous les cas, voilà, pour un deuxième épisode qui en fait est dans la continuité de celui-ci. On va zoomer sur les projets de cession immobilière, mais vraiment avec un regard sur la durabilité de la cession, comment transformer une cession, comment s'assurer qu'une cession immobilière s'inscrive bien dans un projet de gestion durable et comment est-ce que la cession est gérée pour que ce soit très cohérent avec vos problématiques. Donc voilà, mais écoutez, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit très vite. Et merci encore, Mélanie, d'être venue. Merci à tous, merci Mélanie et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.